Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Va travailler, feignant. Des mots insupportables, souvent prononcés avec mépris pour les personnes qui vivent de la providence. Je pense entre autres aux non-conformistes, les artistes, acteurs, musiciens, peintres et toutes ces personnes qui ont fait le choix de suivre leur chemin et non celui de la pseudo-normalité dictée par le système, le nouvel ordre mondial, les dogmes et autres sectes franc-maçonniques. Va travailler, feignant. À cela, j'aurais tort que travailler, c'est être au service de l'État. Résister face à une société ruinée n'est pas oisif, mais un ouvrage plutôt louable. Oh, qu'il est bon, de temps en temps, à grand renfort de mots, que de bouleverser les vieilles idées reçues. Vous êtes conviés par le CNTF-CH. Nous sommes dans La France Libre. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir Bruno, bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à vous messieurs, dames. La France Libre en une demi-heure. Bonsoir à tous et à toutes. Alors comme disait Macron, t'as plus qu'à traverser la rue. Hein. Ouais, exactement. Et, tu travailles pas toute l'année pour l'État quand même, juste 8 mois par an. C'est quand même pas exagéré non plus. Non, par contre, on vient de voir que les anciens premiers ministres sont bien gâtés par les contribuables parce qu'ils continuent à toucher même depuis très longtemps. Imaginez même Edith Cresson, hein, que ça date pas d'hier, continue à toucher des royalties, soi-disant, parce qu'on peut appeler ça des royalties de la République, c'est-à-dire du peuple qui doit payer, des contribuables qui doivent payer pour ces gens-là. Mais ils appliquent ce qu'ils veulent pour le peuple, travailler plus pour gagner moins, mais sauf que eux, c'est de l'autre façon, c'est travailler plus pour gagner plus. Ah, subtil. Alors pendant ce temps-là, les Allemands, eux, commencent à se faire du souci parce que leur économie va de plus en plus mal. En plus de ça, ils savent que les Américains se désengagent de l'Europe, donc ils commencent à réouvrir tous les vieux bunkers parce qu'ils commencent à avoir peur des Russes. Et selon ce qu'on peut imaginer, eh bien, les Allemands vont finir par revenir donc du côté des Russes et dénoncer ce qui s'est passé avec le fameux gazoduc Nord Stream, à savoir que c'est bien les Américains qui ont saboté, qui ont fait sauter ce tuyau. Donc les Américains, les Allemands s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais vraiment été leurs amis. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, Philippe. Et aussi découvre que l'ami américain n'est pas forcément celui qu'on croit, comme on le croit en tout cas, et que l'ami américain, c'est le titre d'un livre de Monsieur Branca, Eric Branca, je crois, qui est un historien et qui parle de l'ami américain, donc vu côté français, avec De Gaulle notamment, mais il y a le pendant vu côté allemand, où l'illusion a duré plus longtemps, en tout cas l'aide a été réelle et a duré plus longtemps, et désormais l'ami américain se retire comme si nous étions simplement un vassal de l'Empire, quoi, et qui nous laisse dans les ennuis, après avoir fait exploser effectivement Nord Stream 2, et après avoir mis à feu et à sang directement ou indirectement l'Ukraine, quoi. Voilà. Donc l'ami américain n'est plus vraiment un ami pour les Allemands non plus, quoi. Très bien, on va regarder l'actualité en images. Alors je vous fais un petit peu la description. C'est une personne qui a œuvré pendant plus d'une vingtaine d'années pour l'ONU et qui nous fait donc un petit descriptif de ce qu'elle a pu ressentir. L'actualité en images. Dans le programme de développement des Nations Unies, j'ai eu la chance d'assister à de nombreuses réunions, de nombreux entretiens et comprendre le fonctionnement de ce système. Mais plus tard, j'ai découvert comment les choses fonctionnent vraiment. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous trouvez la réalité. La cupidité vient d'une petite partie du peuple. La cause la plus importante est les oligarques milliardaires. Le système mondial des oligarques. Sont-ils ceux qui contrôlent? Ils en contrôlent. Les Nations Unies sont la plateforme du système oligarchique pour contrôler le monde. Et les oligarques sont ceux qui se réunissent une fois par an à Davos, les membres du Forum économique mondial. Bien sûr, l'agenda de l'ONU pour 2030 et l'agenda de Davos. En fait, toutes les discussions étaient pour la guerre. Ils sont très manipulateurs. J'ai assisté à la plupart des réunions officielles et non officielles. Je peux vous dire quel était le résultat. À la fin de la journée, il y a une conclusion. Comment pouvons-nous augmenter la consommation? La majorité des pays du monde n'ont aucun contrôle sur leurs propres ressources naturelles. C'est exactement le système contrôlé par Davos avec le même agenda que les Nations Unies. Le système d'oligarchie mondiale a le pouvoir sur l'Europe.
Parce qu'ils contrôlent tous les chanceliers, les présidents, les premiers ministres, etc. Ils ne sont pas les employés de leur peuple. Ils travaillent pour l'autre côté, exactement. Ils travaillent pour les oligarques. Ils sont les employés des oligarques. Ne comprends pas que le contrôle n'est pas seulement le système bancaire. Le pouvoir est là où se trouvent les ressources naturelles. Et normalement, chaque jour doit être un jour férié. Le terme ne devrait pas avoir besoin d'exister. Parce que la vie est une présence de vacances. Nous devons en profiter. Nous ne savons pas comment profiter de la vie. Ils font en sorte que vous ne puissiez pas profiter de la vie. Parce qu'une fois que vous appréciez la vie, vous êtes dans une mauvaise direction pour eux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des émotions. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'amour. Parce que une fois que vous avez de l'amour, qui est la chose la plus puissante que l'univers vous donne, vous n'êtes pas pour eux. Vous ne pouvez pas être libre parce que vous respectez le système. Je tiens à souligner ce point. Nous ne savons pas ce que signifie la vie, et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ils viennent maintenant avec le changement climatique, ils viennent avec le crédit carbone, des choses qui n'existent pas. Waouh, on ne sait pas qui est ce monsieur. Oui, je t'en prie, Philippe, waouh. On ne sait pas, on ne sait pas qui est ce monsieur. Mais il parle d'or, hein, il est brillant. Hein. Alors effectivement, pour revenir rapidement sur les ressources, elles sont rarement propriété des pays qui les ont, parce que les pays ont été endettés préalablement selon une mécanique bien connue, désormais. D'un livre écrit par un certain monsieur Perkins qui explique très bien comment on endette les pays et comment on fait en sorte que pour se rembourser, eh bien, donc une alternative, c'est vendre à vil prix, voire même pas du tout le vendre, de donner toutes leurs ressources naturelles, que ce soit du cobalt, que ce soit de l'or, que ce soit toute richesse minérale ou métallique. Et donc c'est ce qui se passe par exemple dans un pays comme la Grèce. La Grèce, on s'en souvient peu ou on ne s'en souvient pas, mais c'est quelqu'un de chez nous qui a découvert que sous le territoire grec, sous les îles, il y a une manne en pétrole et en gaz. On n'en parle pas trop parce que c'est l'objet d'une guerre féroce pour savoir qui va profiter de cette manne, justement. Alors, ce sera sûrement pas la Grèce. Eh ben, non. Pourquoi? Parce que la Grèce, elle doit tellement d'argent à l'Allemagne, elle doit tellement d'argent à l'Europe, elle doit tellement d'argent à ceci, qu'on a réussi à la couvrir de dettes, de sorte que, eh ben, les 30 premières années d'exploitation de ce pétrole et de ce gaz leur passeront sous le nez, hein, si je puis me permettre cette expression. Et donc voilà. Donc tout est conçu de cette façon-là. Par contre, les pays tels que la France, tels que les États-Unis d'Amérique, tels que Israël, on va le dire, hein, et tels que l'Allemagne sont en lice, et la Turquie, que j'ai oublié, sont en lice pour exploiter le pétrole grec et le gaz grec qui est réparti en grande quantité dans le sous-sol méditerranéen. Et j'ai pas dit qui avait découvert cette manne, par quelle inspection et par quelle recherche. Eh bien, c'est monsieur le commandant Cousteau, que nous avons tous bien connu sur ces superbes images sur les poissons, mais qui avait autour de ça une mission beaucoup plus pragmatique qui consistait effectivement à évaluer les richesses minières sous l'océan. Voilà, donc ça vient compléter ce que nous venons de voir. Voilà, je complète ce que nous venons de voir en disant il n'est pas question qu'effectivement les pays qui sont détenteurs de ces différentes mannes minières et ferrugineuses, eh bien, il n'est pas question que ce soit eux qui en tirent les bénéfices, mais il est question que ce soit les grands pays. Oui, oui, voilà. Alors, je voulais rajouter à ce que tu viens de dire, Philippe, que la France, elle, par contre, n'a pas de ressources. Hein, on a connu à une époque ce fameux slogan « La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées ». Le problème, c'est que les idées que la France a, tout au moins les oligarques français, c'est que pour rembourser la dette énorme de la France, eh bien, la seule ressource qu'ils ont trouvée, ce sont les impôts. C'est-à-dire que c'est le peuple qui paye. Voilà. Donc, et on est arrivé à un tel niveau que les choses vont très bientôt craquer. Parce que quand les gens ne seront plus capables, ne pourront plus payer leurs impôts, là, ça va faire très mal pour les oligarques. On est déjà un pays français qui emprunte sur le marché international au même taux que la Grèce, justement, hein, qui est bien dégradé depuis des années, et là, on les a rattrapés. Hein. Donc, on est déjà dans une logique de dette chère, d'emprunt cher, qui va effectivement accélérer le processus que tu viens de décrire, Bruno. Et alors, il y avait effectivement des choses sur lesquelles on pouvait se payer, notamment, je pense à l'électricité nucléaire, puisqu'on avait une avance dans ce domaine-là. Mais cette électricité nucléaire, elle est gratuite, non pas pour nous, mais pour les Allemands, à qui nous devons par ailleurs sûrement beaucoup de choses, en tout cas suffisamment pour que ce soit eux qui profitent de notre énergie nucléaire, alors que eux n'ont jamais quitté la filière charbon.
alors qu'ils avaient promis de le faire, ils ne l'ont jamais fait. Voilà, donc tout va bien hein, pour tout le monde. Et à la fin, effectivement, ce sont les contribuables comme nous qui allons payer ou pas. On verra bien comment les choses évolueront, mais il y aura forcément à un moment donné un rejet. Alors, je vais me servir de ce que l'on a vu dans l'actualité en images et notamment de ce que ce monsieur a dit par rapport à l'oligarchie qui a le désir de nous voir malheureux, de ne pas que l'on comprenne la vie de façon à ce que l'on ne puisse pas en profiter. Alors justement, il serait furieux que nous puissions développer ce thème ce soir. Imaginons toujours plus. Voilà. Alors Sylvain, je vais tout de suite rebondir sur ce sujet pour dire 2-3 petites choses. Comme le disait si bien il y a presque 10 ans François Fillon, pendant que sa femme faisait semblant de travailler, la France est en faillite. La France est en faillite et n'importe quelle entreprise dans la situation de la France aurait mis la clé sous la porte depuis bien longtemps. Mais nous, au Conseil national de transition français, canal historique, au lieu de suivre les soi-disant économistes Attali et autres consorts de l'oligarchie qui font tout pour détruire le pays et qui ne relèvent pas l'économie, nous avons un programme et nous avons une structure qui permet de redresser le pays et de lui redonner son indépendance, que ce soit au niveau du peuple, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau de la science, tous les niveaux, en moins de 3 ans. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, faut pas rêver. Il y a des gens qui vont nous dire, c'est pas possible. Et pourtant, des exemples dans l'histoire existent. L'exemple de l'Allemagne, par exemple, en 1933, qui a été redressée après la crise de 1929, en quelques années, par un certain banquier qui a travaillé notamment pour Hitler. Évidemment, ils ont développé l'industrie militaire, mais on peut développer une autre industrie que l'industrie militaire. Le nucléaire, par exemple, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut redonner un rêve aux gens. Il faut que les gens voient l'avenir d'une manière positive. Moi, j'ai toujours 2 phrases qui me reviennent. C'est « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Et quand le rêve est grand, les faits ne comptent pas. Donc, il y a des gens qui nous disent on est foutu, la France est foutue, tout s'effondre, on a une dette absolument impossible à rembourser. Eh bien non, c'est tout à fait possible. Il suffit de regarder aussi ce que fait le président Milei en Argentine, qui en l'espace de 6 mois a déjà pratiquement stoppé l'inflation. Mais il a fait les mesures qu'il devait faire. Il a pris les mesures nécessaires, il a pris, comme on dit, le taureau par les cornes, et il a réalisé ce qu'il fallait faire pour commencer à redresser son pays. Donc c'est tout simplement une question de volonté et d'honnêteté. Parce que si pour l'instant la France est en train d'être bradée à des puissances étrangères, c'est parce que les oligarques qui font semblant de nous gouverner le veulent bien. Mais si c'était le peuple qui avait le pouvoir, eh bien en quelques années, on redresse tout et on arrive à supprimer tous les détournements de fonds, tous les gaspillages, toutes les gabegies et les doublons qui peuvent exister. Parce que nous, on commencera automatiquement la transition par un audit général qui va détecter non seulement la valeur des actifs qui existent dans le pays, mais aussi qui va nous permettre de démasquer tous les magouilleurs qui ont profité du système depuis des années et des années. Voilà ce que je voulais dire pour commencer sur ce sujet. Et il va nous falloir de la matière, hein, beaucoup de papier parce que les listes vont être longues, très longues. Donc là, on est typiquement dans le constat que la France est livrée au pillage. Oui, c'est vrai. Il faut être encore plus clair. Hein, les personnes qui sont censées nous gouverner, elles sont aussi censées gérer les intérêts des Français. Il y a encore beaucoup de Français qui pensent que c'est toujours le cas. Malheureusement, ça ne l'est pas et ça ne l'est plus depuis déjà un certain temps, au moins depuis 2008 et probablement depuis bien avant. Il y a eu des directions qui ont été prises pour que justement ce qui nous arrive aujourd'hui sur les conséquences de ces directions mal choisies au départ, ou en tout cas choisies dans une direction qui n'est pas celle de nos intérêts. Là, ça, c'est des constats forts. Et puis, il y a un autre constat qui est international, qui est celui de la mise en avant de M. Trump. M. Trump qui est président des États-Unis d'Amérique à partir du 20 janvier prochain. Et ceci a mis en panique un certain nombre d'oligarques qui sont les mêmes que ceux qui ont juré notre perte et qui sont aussi à la tête des États-Unis d'Amérique et qui vont devoir céder la place à ce monsieur. Et là, je pense sincèrement qu'ils sont dans les difficultés.
et qu'ils vont faire appel à des choses un petit peu surnaturelles. Alors peut-être peut-être de l'imagination, de l'ordre de l'imaginaire pour ceux à qui on le raconte maintenant, mais on peut se livrer à un exercice d'imagination devant les gens qui nous écoutent. On peut se livrer à un exercice par lequel, eh bien, on verrait à la télévision dans les prochains jours et avant le 20 janvier prochain, eh bien, on verrait à la télévision apparaître notre Seigneur Jésus-Christ, mais oui, pourquoi pas, hein, et qui nous expliquerait plein de choses, et on verrait dans le ciel des choses nébuleuses qui seraient la reproduction également de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en parle avec respect pour ceux qui sont évidemment religieux et ceux qui ne sont pas, mais le respect est de mise. Et donc, cet effet-là, dans cet effet-là, on verrait un Jésus tel qu'on l'a connu de façon emblématique, écarter les bras en disant mes chers enfants, etc. Tenir un discours très aimant et puis subitement virer de bord en disant mais il ne faut surtout pas voter pour Monsieur. Vous n'auriez surtout pas dû mettre Monsieur Trump aux affaires. C'est le diable en personne, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, ce genre de mise en scène serait l'œuvre en fait d'un groupe de personnes tellement qui détestent tellement l'idée que M. Trump vienne au gouvernement, qu'ils en feraient la mise en avant d'un système technique qui fonctionne. Ce que je viens de vous dire est techniquement réalisable. Ça s'appelle l'effet Blue Beam, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technologie qui n'a rien de nouveau, hein, qui a probablement déjà été utilisée lors des apparitions de Fatima en 1917, que tout le monde a en mémoire, avec les soleils, avec la Vierge Marie. Oui. Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Et le Blue Beam dont je parle, c'est la reproduction, ni plus ni moins, de ce qui a déjà été fait à cette époque-là, d'un point de vue strictement technique. Donc ça, c'est de l'imagination. Ce que je dis, c'est de l'imagination. Mais quand ça se révèle, c'est plus de l'imagination, c'est l'irréel. Et quand cette réalité est mise au service d'une malveillance, en l'occurrence d'une tromperie générale, eh bien, il faut se couvrir. Hein, comment dire, il faut sortir couvert, comme disait je ne sais plus qui. Alors voilà, est-ce que c'est possible que ça devienne vrai? Ben c'est possible que ça devienne vrai. Non, ce qu'on voit dans les nuages, ça reste dans les nuages. Les hologrammes restent des hologrammes. Donc c'est pas tangible, on peut pas le toucher. Hein. Ça veut pas dire qu'on ne l'a pas vu, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts encore, par le jeu de l'imagination, que nous croyons être la nôtre, nous faire penser qu'il est possible qu'un jour arrive le Seigneur et qu'il nous dise, etc. Et évidemment, il y aura des crises mystiques, des gens qui se mettront à genoux, qui diront des choses du genre « je suis prêt à monter avec vous, Seigneur », etc. Alors ceux-là, on les plaint par avance parce qu'ils vont être trompés, bien sûr, ils vont être trompés. Alors il y a des réalités, effectivement, dans des choses qui dépassent l'imagination, qui ont eu lieu dans la réalité. Si je prends le cas du docteur, de Monsieur Philippe de Lyon, hein, c'était son nom, maître Philippe de Lyon, un homme qui guérissait tout et tout le monde, 100 fois plus vite et 100 fois plus fort qu'on a eu le temps de le faire Jésus-Christ de son vivant. Eh bien voilà, ça existe. Il y a des témoignages chez des gens très rationnels, chez des médecins, etc. Ça existe. Est-ce que c'est le fruit de l'imagination? Non, c'est le fruit de la réalité. En revanche, ce monsieur qui a parlé et qui était capable de parler, évidemment, il a bien dit qu'il fallait réfléchir, penser, se servir de son cerveau et que tout était dans notre cerveau et que chaque être humain était capable de faire exactement la même chose que lui. Et ça, c'est une phrase récurrente hein, qu'on entend souvent chez toutes les personnes qui ont des dons particuliers. Eh bien, on est tous capables d'en faire autant. Mais il faut aller chercher le truc dans la tête. Voilà. Et c'est un exercice. Il faut penser. En clair, il faut se forcer à réfléchir, se forcer à imaginer. Car l'imagination va nous apporter la réalité de demain. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Hein. Et souvent, Philippe, la réalité dépasse la fiction. Si je prends l'exemple de la fameuse série Star Trek il y a une cinquantaine d'années, eh bien les téléphones portables qu'utilisaient les membres du vaisseau étaient loin, mais loin d'avoir la puissance des téléphones portables actuels. Donc la science-fiction n'imaginait même pas ce qu'on est arrivé à faire maintenant. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Qui aurait imaginé au moment des frères Wright ou de Clément Ader, le premier avion, qu'on pouvait construire le Concorde ou qu'on pouvait construire un Boeing 747, par exemple. Alors c'est intéressant que tu prennes l'exemple de l'aviation parce que justement j'allais le prendre plus comme une sorte de contre-exemple. Il y a bien effectivement eu la question des ailes porteuses hein, qui s'appuient sur l'air.
pour voler voilà, pour faire un planeur. D'ailleurs, les Anglais disent plane pour dire un avion. Nous, on dit pas un avion, on fait allusion à un dieu grec qui s'appelait Aviès, ou je sais plus son nom, d'où vient le nom avion en français, et qui veut dire maître des airs ou quelque chose comme ça, et qui a été désigné comme ça par Clément Ader, l'inventeur du premier avion qui, n'en déplaise aux frères White, a décollé avant eux, peu de temps avant eux, mais avant eux. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en 1910, il y a un autre homme qui s'appelait Monsieur Coranda, et qui faisait partie de la première promotion de l'école Supaéro, qui existe toujours aujourd'hui en France. Donc, c'était un Roumain d'origine, et il a, figurez-vous, dessiné tous les plans minutieusement tels qu'ils seront repris en 1945 de ce qu'on appelle un avion à réaction. Donc l'avion réaction avait déjà été inventé par ce monsieur. Donc comment se fait-il qu'il n'ait pas sorti plus tôt? Alors je suppose que l'armée n'y a pas cru, ou je ne sais pas quelle est l'explication réelle. Toujours est-il qu'il est sorti du chapeau, cette technologie est sortie du chapeau entre 1944 et 1945 pour donner les avions à réaction. Alors là, c'est une pierre dans le jardin de monsieur Léonard de Vinci, qui lui a cherché des solutions en faisant battre des ailes un immense monument qui n'a jamais pu décoller et qui n'a jamais vraiment volé, quoi. Comme quoi, même si on a affaire à quelqu'un qui sait rêver, qui sait se projeter, voilà, eh bien, il n'a pas forcément suivi la bonne piste du départ. Il ne s'agissait pas de faire bouger les ailes, il fallait faire bouger des hélices dans un premier temps pour s'appuyer sur l'air. Dans un deuxième temps, il fallait être propulsé par des tuyères pour avoir beaucoup plus de puissance et aller beaucoup plus vite. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de piste qui n'a mené nulle part. Faire battre des ailes un oiseau, l'homme ne volera pas comme un oiseau, même si le mythe d'Icare nous a laissé penser qu'un jour on y arriverait. C'est pas comme ça que ça marche. Ça a marché différemment. La physique n'est pas la même selon qu'on est au sol, selon qu'on est en l'air. Donc il a fallu prendre connaissance de tous ces éléments pour que ces rêves de départ deviennent les réalités d'aujourd'hui, quoi. Hein, voilà. Voilà. Je dirais tout simplement que l'imagination a cette capacité de devenir de la clairvoyance. Oui, tout à fait. On peut parler de clairvoyance, effectivement, quand on voit que le Conseil national de transition français Canal historique a travaillé pendant plusieurs années pour préparer une structure d'une vraie démocratie pour la France, et qu'on s'est aperçu après coup que cette structure avait déjà été inventée avec beaucoup de points communs il y a 2500 ans dans la Grèce antique à Athènes. Absolument. Alors voilà, moi j'ai relevé donc que je vois des affiches aujourd'hui où on fait appel aux enfants. Alors, on voit très bien sur l'affiche un enfant qui a à peu près 14 ans, et il est écrit donnez-lui un avenir dans le développement des jeux vidéo. Quelque chose comme ça. Donc 14 ans, il recrute. Il recrute sur affiche pour dire aux enfants, ou aux parents, en tout cas aux parents des enfants, bah lui, il s'intéresse aux jeux vidéo, il passe sa journée dans la télé. Pourquoi est-ce qu'il ferait pas une carrière en tant que créateur, concepteur de jeux vidéo? Alors ça fait appel effectivement à l'imagination, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les enfants sont les premiers à avoir de l'imagination, mais ils sont aussi les premiers qui reçoivent le dogme. Hein. Donc on peut leur colmater, si je puis dire, toute forme d'imagination en les mettant dans le dogme et en les mettant dans la situation d'avoir de l'imagination à leur place. Donc ils vont regarder ce qui se fait sur un écran, mais ils n'auront plus d'imagination. L'imagination, elle vient quand on est sevré d'un certain nombre d'informations, et que c'est justement là que le cerveau a besoin d'intervenir pour se faire une image, donc d'où le mot imagination, pour se faire une image de ce qui se passe à l'extérieur auquel il n'a pas forcément accès. Je prends un exemple tout bête, travailler sur, je vais vous montrer, hein. Ceci est le fruit d'une imagination d'enfant. Regardez, alors l'aile qui n'existe plus, c'est qu'elle est tombée. Hein. Mais voilà. Mais pour le reste, regardez la queue qui est en arrondi, le bec qui ressemble à rien, et surtout les multicolores. Ça, c'est l'imagination. C'est l'imagination d'un enfant. Alors, et les enfants vous disent, mais tu reconnais pas, c'est un jar. Et si tu reconnais pas que c'est un jar, c'est que tu es un crétin quand même. Vraiment, ça, c'est évident pour l'enfant. Parce que dans son imagination, il s'est projeté, et pour lui, le jar, c'est ça. Est-ce qu'il a vu sur un jour, ou qu'il n'a pas vu, qu'il a juste imaginé? Eh ben, ça ressemblait à ça, dans son imagination, avec des points jaunes, des points verts, des points bleus, c'était son jar. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous parle de l'imagination des enfants. Donc cette imagination-là, elle est précieuse, elle est hyper précieuse. Il y a des enfants aujourd'hui qui naissent avec une très grande imagination, mais elle est tout de suite barrée par le fait qu'on leur impose à la télévision et par d'autres images des schémas, des documents qui vont les orienter dans une direction, alors qu'au naturel, ils en auraient suivi une autre. Ça suit l'exemple
Moi, je pense surtout que c'est totalement ubuesque que d'essayer de prendre des enfants de 14 ans qui sont bloqués en permanence devant des écrans et donc privés de la vie que l'on connaît, puisque ces personnes-là, eh bien, en fait, n'auront pas la capacité de pouvoir créer. Créer, c'est pas compliqué, c'est être inspiré. Être inspiré, c'est vivre, c'est se promener, c'est rencontrer des gens, c'est vivre, tout simplement, quoi. C'est la démocratie. Absolument. Par contre, Sylvain et Philippe, il y a quand même dans le peuple français des jeunes qui ont une grande créativité parce que dans le domaine des jeux vidéo, dans le domaine du graphisme, les Français, notamment les jeunes Français, sont très en pointe. Et il y a un certain nombre qui ont dû émigrer d'ailleurs aux États-Unis pour pouvoir développer leur créativité parce qu'en France, on ne les laissait pas suffisamment le faire. Mais il est reconnu que les Français sont assez en pointe dans ce domaine-là. Alors là, je prends le pari que les Français dont tu parles, qui sont en pointe dans ce domaine-là, il y en a effectivement, je prends le pari qu'ils ne sont pas devant leur téléviseur toute la journée. Je prends le pari qu'ils vivent à la ferme, qu'ils vivent dans des endroits éloignés de la vie moderne, qu'ils vivent voilà dans un domaine protégé où leur cerveau, leur modèle au pluriel, eh bien, ne sont pas fabriqués de toutes pièces, et que c'est eux qui fabriquent leur propre modèle. Et ces gens-là donnent des créatifs d'exception. Voilà. Comme on a trouvé dans la publicité, par exemple, des créatifs dont on avait besoin pour faire de la publicité, de la réclame. On disait encore de la réclame dans les années 60. Puis c'est devenu de la publicité. Puis la publicité en France a été reconnue comme étant la plus performante du monde, ou quasiment, justement du fait de cette capacité de création d'un certain nombre de Français. Et puis ça a été tourné vers le mercantilisme, tout simplement, et ça sert les intérêts toujours les mêmes, des oligarques. C'est ça, c'est qu'il y a une exploitation commerciale, commerçante et salariée, si je puis dire, de toutes ces qualités, et qu'il faut prendre conscience que cette imagination, il faut qu'elle se mette à notre service, pas à notre détriment. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi reconnaître. Dans la publicité française, nous avons eu des personnes d'exception dans les années 80-90, tel Richard Gottener, par exemple, ou un certain monsieur Ardisson. J'ai 10 secondes pour vous dire que c'est de la dynamite. C'est avec ça qu'il a commencé. Ou alors, la paire, il n'y en a pas deux, c'est lui aussi qui a fait ce slogan. Oui, oui. Oui. Alors, et toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu imagines alors? Alors, All the people. ça peut faire penser à une chanson des Beatles. Eh oui. Et à toute une époque où tous les rêves étaient permis quelque part, et les gens se sont dit, on va imaginer un monde meilleur. Et puis le monde meilleur, il a tardé un peu à venir, et en attendant le meilleur, on a eu parfois le pire. J'essaye de dompter mon imagination parce qu'elle peut nous emmener autant à la catastrophe que au bonheur. Et c'est tout un boulot. C'est pour les gens qui admettent l'idée d'une plus vastitude que l'ego, ce qui est relativement facile, ne serait-ce que quand on rassemble plusieurs personnes, on peut créer de l'intelligence de groupe ou des rassemblements de malfaiteurs. C'est au choix. On peut se rassembler pour le meilleur ou pour le pire. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, dompter son imagination. C'est notre boulot. Parce que s'il existe une énergie qui peut nous traverser et se concrétiser, elle se concrétise en fonction de ce dont nous imaginons. Tout ce qui existe est le fruit d'une imagination. L'hélicoptère ne pouvait pas voler, d'après les pseudo-scientifiques de l'époque. Mais la personne qui l'a créé était décidée à le faire voler, et il a volé. Parce que c'était non seulement dans son imagination, mais aussi dans ce qu'on pourrait appeler sa foi, sa confiance en lui, et la confiance que il n'y avait pas de limite. Alors évidemment, c'est à nous d'apprendre déjà à aller dans le bon sens, à aller dans le sens du bonheur avec son imagination, et en deuxième, à oublier les limites. Tous les gens qui ont fait des grandes choses, en fait, ils n'avaient pas la conscience des limites. On leur a dit, mais ça marche pas ton truc, ça marchera pas, mais ils s'en fichaient. Ils avaient l'idée en tête et dans le cœur, donc ils l'ont appliqué. Alors ça met parfois du temps, mais je m'en réfère à notre, imaginons, de générique final. Eh bien, quelques personnes sur Terre ont imaginé qu'il est possible de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres, et nous en faisons partie. Alors je vous invite à continuer d'imaginer le monde tel que vous le rêvez vraiment, et non pas tel que nous ne le voulons pas. Voilà. C'est l'information qu'on peut donner au peuple français qui nous écoute. Il y a un vieux dicton qui dit « Impossible n'est
pas français. Oui, alors on peut Pardon. avancer un tout petit peu plus sur le concret. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler sur une constitution. Je peux vous assurer qu'on fait travailler notre imagination de façon à ne pas redire les mêmes choses de la même façon et de ne pas retomber dans les mêmes paradigmes d'avant. Et tout ça, ça suppose d'imaginer. Et entre nous, on se challenge. On se dit, bah tiens, mais t'as dit ça, mais c'est une bêtise. Non, on peut corriger comme ça, on peut faire autrement. Enfin, il y a plein d'autres possibilités, mais encore faut-il aller les chercher les unes après les autres. Parce que dire qu'il y a plein de possibilités, c'est à la portée de tout le monde. Aller chercher ces possibilités pour les exploiter, c'est déjà plus précis. C'est ce sur quoi nous travaillons au sein du CNTF-CH. Voilà. Imaginer un idéal, est-ce que ce n'est pas déjà le réaliser? Alors moi j'ai envie de dire, notre imagination est-elle un précurseur du réel? Ah oui, c'est bien formulé. Voilà. Est-elle un précurseur du réel? Ben oui, évidemment, c'est un précurseur du réel. Alors, on a commencé l'émission avec va travailler feignant, si vous voulez bien, on va la terminer de cette façon. Travailler, c'est trop dur, voler, c'est pas beau, demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que je vis, on me demande de quoi je vis. Bah moi, je dis que je vis d'amour et j'espère vivre vieux. Merci à vous les amis, excellent week-end et on se retrouve à partir de lundi. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, excellente soirée, à lundi. Merci. Merci les amis. C'est